Lorsque des centaines de personnes gravissent l'Everest en même temps, une catastrophe n'est qu'une question de temps. Au printemps 2024, la montagne a coûté la vie à 8 personnes. 3 d'entre eux sont les protagonistes de cet article. Chacun est mort à sa manière, mais tous ont été confrontés au même problème. Des foules d'alpinistes, des corniches de glace fragiles et une illusion de sécurité. Bien que la saison passée n'ait pas été aussi tragique que celle de 2023, où 18 personnes ont péri sur les pentes, l'Everest continue d'exiger son tribut. Voici quelques histoires de ceux qui, cette année, sont restés sur la montagne pour toujours. Première histoire, Daniel Paul Peterson. Le 21 mai, Daniel Paul Peterson se tenait au sommet de l'Everest. Le plus haut point de la planète s'est offert à lui après plusieurs mois d'entraînement et une année de préparation dans l'Himalaya. Ce Britannique de 40 ans a longtemps attendu une fenêtre météo favorable. Ce temps clément qui permet de gravir le sommet et de redescendre en relative sécurité. Mais la fenêtre ne s'ouvrait pas. D'autres prenaient des risques, certains partaient pendant les courtes accalmies entre les tempêtes, d'autres montaient malgré le vent violent et le gel, d'autres encore faisaient demi-tour et rentraient chez eux bredouilles. La météo changeait de manière imprévisible et rapide. Daniel, lui, a préféré ne pas se presser et attendre des conditions stables. Le 7 mai, il a publié un message sur Instagram où il écrivait qu'il attendait avec impatience une fenêtre pour le sommet. On sentait que Daniel craignait que la saison se termine sans qu'il ait atteint son objectif. Et cela signifiait d'énormes pertes financières, du temps perdu et des mois d'entraînement épuisants. Chaque jour, au camp de base, c'est une nuit de plus sous la tente sur le glacier. Une autre conversation avec d'autres alpinistes sur le thème « Peut-être demain » et une nouvelle consultation des prévisions météo qui montraient obstinément des zones de vent rouge en altitude. Mais la fenêtre s'est finalement ouverte. Au sein d'un groupe de plusieurs personnes mené par la compagnie 8K Expeditions, Daniel s'est mis en route vers le sommet. Il était accompagné d'un Sherpa nommé Pasang Nima Sherpa, un jeune homme de seulement 23 ans, mais qui avait déjà plusieurs ascensions réussies de l'Everest à son actif. Il progressait encordé, et chaque pas avait été répété à l'entraînement. L'ascension s'est déroulée sans problème majeur. Daniel était instructeur de fitness et possédait plusieurs salles de sport en Angleterre. Il était en excellente forme physique. Sa respiration était régulière même en altitude, son pouls restait stable. Et le 21 mai, à 4h40 du matin, il se tenait sur le toit du monde. L'air était si raréfié que chaque inspiration devait être consciente. Autour, seulement la blancheur de la neige, le bleu du ciel et un silence que seul le son de sa propre respiration dans son masque venait troubler. Mais atteindre le sommet n'est que la moitié du chemin. La plupart des accidents se produisent à la descente, lorsque la fatigue s'accumule, que la concentration baisse et que l'euphorie du succès émousse la prudence. À 7h du matin, avec les autres membres de l'équipe, Daniel a commencé sa descente. Le temps restait beau, sa condition physique était excellente. L'oxygène ne manquait pas, les bouteilles avaient été remplies avec une marge de sécurité. Rien ne semblait pouvoir empêcher un retour en toute sécurité. Mais l'Everest recèle d'autres pièges. Daniel et Pasang Nima progressaient entre le sommet sud et le ressaut Hilary, une section extrêmement étroite et dangereuse, surplombant un précipice de plusieurs kilomètres. Ici, la pente est si raide que, si l'on chute, il est impossible de s'arrêter. Selon des témoins, environ 50 personnes s'y trouvaient, essayant toutes de franchir cette difficile corniche de glace en même temps. La file d'attente avançait lentement. Certains s'agrippaient à la corde fixe des 2 mains, d'autres faisaient des pauses pour reprendre leur souffle. Les mousquetons métalliques cliquotaient dans le froid.
Ils n'ont pas pu s'accrocher. Daniel et Pasangnima ont chuté. Une partie de la pente de glace s'est effondrée. C'est arrivé en un instant. Personne n'a eu le temps de réagir. Un moment et le sol avait disparu. Pas le temps de crier, ni d'essayer de s'agripper à quelque chose. Juste le vide. De telles situations sont impossibles à prévoir. Il est difficile de dire ce qui a précisément causé l'effondrement. Peut-être le réchauffement climatique qui rend la glace ancienne moins stable. Peut-être l'impact constant de centaines d'alpinistes qui, année après année, dégradent les abords du sommet. Les crampons griffent la glace, les piolets s'enfoncent dans la pente, les cordes creusent des sillons. Ou simplement leur poids. Il y avait vraiment beaucoup de monde et la corniche de glace a pu céder sous la charge. La glace a craqué, s'est affaissée sous la pression et à un moment donné, la structure a tout simplement lâché. Ils n'ont pas eu la possibilité de planter leurs piolets ou de s'agripper aux cordes de sécurité. Le sol a littéralement disparu sous leurs pieds. Certains alpinistes à proximité ont chuté sur une courte distance et ont réussi à se retenir à la corde fixe. Leurs mains se sont instinctivement refermées sur le câble, leur corps secoué par la tension de l'assurage. Mais Daniel et le Sherpa ont chuté de bien plus haut, subissant probablement de graves blessures. L'impact contre les rochers, les fractures, les blessures internes. Il est fort possible qu'ils étaient encore en vie, très probablement même. Dans un tel froid, l'organisme entre en mode de survie, le métabolisme ralentit. Les alpinistes à proximité ont appelé une équipe de secours. Mais à une telle altitude, les sauveteurs sont presque impuissants. L'hélicoptère ne peut pas monter, l'air est trop raréfié, les pales ne portent pas. Y aller à pied prend des heures, sinon des jours. Et bien que la famille et les amis de Daniel en Angleterre aient lancé une campagne de financement participatif pour son évacuation de la crevasse, c'était presque impossible. Les Sherpas auraient pu tenter de descendre, mais le risque était colossal. Une victime de plus, et qu'est-ce que ça changerait? Les alpinistes blessés sont restés étendus quelque part sous le sommet sud. La température y descend jusqu'à moins 40 degrés. Le vent aspire la chaleur du corps en quelques heures. 2 jours plus tard, ils ont été déclarés morts. C'est la procédure standard lorsqu'une personne reste immobile dans la zone de la mort. Pendant encore quelques jours, les Sherpas ont cherché les corps, grimpant sur des sections dangereuses, scrutant les crevasses, mais sans rien trouver. La montagne les avait pris pour de bon. Après cette tragédie, la communauté des alpinistes a de nouveau évoqué la surfréquentation de l'Everest. Lorsque des centaines de personnes se lancent simultanément vers le sommet, dans une étroite fenêtre météo, des files d'attente se forment. Sous le poids des gens, les corniches de glace se brisent, des pierres se détachent et l'ascension devient beaucoup plus dangereuse. C'est comme un embouteillage sur une route, sauf qu'à la place de l'asphalte, il y a de la glace, et à la place du bas-côté, un précipice de plusieurs kilomètres. Ce jour-là, environ 500 participants à l'ascension faisaient la queue, du camp 3 au col sud et du sommet sud au sommet principal de l'Everest. 500 personnes sur un seul itinéraire. 500 paires de crampons qui s'enfoncent dans la pente. 500 respirations qui consomment l'oxygène des bouteilles. Un paradoxe émerge. On pourrait penser qu'il est plus sûr de grimper en grand groupe. Il y a beaucoup de gens qui peuvent aider en cas de problème. Mais à cause de ces foules, des embouteillages se forment. Les alpinistes manquent d'oxygène. Ils restent immobiles, consommant le précieux gaz de leurs bouteilles. Leurs muscles se raidissent au vent, leurs doigts s'engourdissent. Ils détruisent les pentes de la montagne. Et la sécurité n'augmente pas, elle diminue. Deuxième histoire, Joshua Cheruyot-Kiru. Daniel Peterson n'a pas été le seul alpiniste à rester sur l'Everest cette saison. Le protagoniste suivant était également un grimpeur expérimenté, mais son histoire est celle d'une ambition qui ne connaît aucun compromis.
Joshua Cheruiyot Kirui était un banquier tombé amoureux des montagnes dans sa jeunesse. À 20 ans, il avait déjà conquis le mont Kenya, haut de 5199 mètres, le plus haut sommet de son pays. Et il n'y est pas seulement monté une fois, mais 20 fois. 20 ascensions, ce n'est plus un hobby, c'est un mode de vie. À chaque fois, il étudiait de nouveaux itinéraires, testait du matériel, travaillait sa technique. Plus tard, il a réalisé des ascensions du Kilimandjaro et du mont Elbrus, y établissant des records de vitesse. Comme Daniel, il était en excellente condition physique. En plus de l'alpinisme, Joshua était un athlète actif, courant des ultramarathons, comme une course de 205 km à travers les Alpes. Ce n'est pas une course ordinaire, c'est une épreuve d'endurance de plusieurs heures, où le corps fonctionne à ses limites et où la tête doit rester claire. Joshua savait comment endurer la douleur, comment se forcer à continuer quand le corps crie « stop ». Et en 2023, il est devenu le premier Africain à gravir le Manaslu, un sommet de plus de 8000 mètres, sans oxygène supplémentaire. C'était un athlète vraiment très fort. Et l'Everest devait être pour lui la prochaine étape logique. Pas seulement un sommet de plus dans sa collection, mais la preuve que c'était possible. Cependant, Joshua ne prévoyait pas seulement de faire l'ascension, mais d'établir un record. Il voulait devenir le premier Africain à gravir l'Everest sans oxygène supplémentaire. Le premier, c'est important. Pas l'un d'entre eux, mais bien le premier. C'est une tâche incroyablement difficile. Seuls 2% de ceux qui ont atteint le sommet avec succès ont pu le faire sans oxygène supplémentaire. À cette altitude, l'air est si raréfié que sans bouteille d'oxygène, le corps humain commence à mourir lentement. Le sang s'épaissit, le cerveau reçoit moins d'oxygène, les réactions ralentissent. Au-dessus de 8000 mètres, dans ce que l'on appelle la zone de la mort, le corps ne peut plus récupérer ses forces et commence simplement à dépérir. Plus ou moins rapidement selon les individus, mais le processus est inévitable. Les cellules meurent, les tissus se dégradent, le cœur travaille à plein régime. Le manque d'oxygène dans l'organisme peut provoquer le mal aigu des montagnes, qui entraîne un œdème pulmonaire ou un œdème cérébral. Les poumons se remplissent de liquide, la respiration devient gargouillante. Le cerveau gonfle à l'intérieur de la boîte crânienne, la pression augmente, des hallucinations apparaissent. Sans oxygène supplémentaire et sans évacuation d'urgence vers des altitudes plus basses, la mort est imminente. Rapide ou lente, cela dépend de l'organisme. Mais Joshua était sûr de lui et visait le record. Il a rejoint l'équipe de Seven Summit Treks, l'une des compagnies commerciales les plus expérimentées sur l'Everest. Le 9 mai, il a publié une photo de son acclimatation avec une légende indiquant qu'il était confiant dans le succès de son ascension de l'Everest, avec ou sans oxygène. Cette confiance se ressentait dans chaque mot. Le 19 mai, après plusieurs jours au camp de base, Joshua et son équipe ont reçu le feu vert pour l'ascension. La météo était bonne. Les services météorologiques prévoyaient une fenêtre stable de 48 heures. Le vent était tombé à des niveaux acceptables. C'était un excellent moment pour tenter sa chance. Malgré ses plans ambitieux, le Sherpa Nawang Sherpa, qui le guidait en tant que client, a pris pour lui une bouteille d'oxygène au cas où Joshua déciderait de renoncer à son record ou aurait besoin d'être évacué. La bouteille pesait plusieurs kilogrammes, un poids supplémentaire mais potentiellement salvateur. Mais Joshua avait fixé des limites claires quant au moment où le Sherpa était autorisé à intervenir. S'il perdait connaissance, s'il présentait de graves symptômes du mal des montagnes, ou s'il rencontrait des difficultés insurmontables, comme des embouteillages à la montée. Ces dernières années, les alpinistes forment d'immenses files d'attente vers le sommet, et tous n'atteignent pas leur but. Attendre dans le froid, perdre un temps et une énergie précieux est une épreuve en soi. Dans son dernier message sur Instagram, Joshua pose devant son équipement, se préparant pour l'ascension.
Il a écrit en légende que l'expédition, en termes d'investissement physique, mental et temporel, prend plus d'1 mois, et que financièrement, le nombre de zéros nécessaires pour la réaliser signifiait qu'il se déclarera en faillite dès son atterrissage au Kenya. Il y avait à la fois de l'ironie et de la vérité dans ces mots. Une ascension commerciale de l'Everest coûte des dizaines de milliers de dollars. Au début, tout s'est bien passé. La météo était stable et Joshua progressait à un bon rythme. Ses pas étaient assurés, sa respiration régulière. Le 22 mai, lui et son guide ont quitté le camp 4 en direction du sommet. Ils sont partis vers minuit pour être déjà en altitude au lever du soleil et avoir le temps de redescendre avant la nuit. Ensuite, les événements deviennent flous. Les détails de leur ascension sont inconnus. Dans la zone de la mort, les gens tiennent rarement des journaux de bord détaillés. Le dernier point où ils ont été vus est le Bishop Rock. C'est à seulement 50 mètres du sommet de l'Everest, littéralement la dernière ligne droite. Mais, apparemment, le manque d'oxygène a fait son effet. Joshua a commencé à montrer un comportement anormal, les signes mêmes dont il avait averti le Sherpa. De toute évidence, le mal des montagnes avait provoqué un œdème cérébral. Le cerveau, privé d'oxygène, commence à mal fonctionner. La logique s'effondre, ne laissant que des bribes de pensée et un désir obstiné d'atteindre le sommet. Selon Mingma Sherpa, un guide de Seven Summit Treks, Joshua refusait de faire demi-tour et refusait également de respirer de l'oxygène. Il était si proche du but, à seulement 50 mètres, qu'il ne pouvait pas se résoudre à faire demi-tour. Le record était à portée de main. Peu de temps après, le contact a été perdu avec Joshua et son guide. Le dernier message radio indiquait que l'alpiniste n'était plus lucide. C'était un discours incohérent, des bribes de phrases qui n'avaient aucun sens. Ceux qui l'écoutaient au camp ont compris que les alpinistes étaient en grande difficulté. Des sauveteurs ont été envoyés à leur recherche. Cependant, comme c'est souvent le cas sur l'Everest, les sauveteurs ne peuvent pas arriver instantanément auprès des victimes. Il faut rassembler une équipe, préparer l'équipement, monter en altitude, ce qui représente des heures de progression épuisantes dans un air raréfié. Dans le meilleur des cas, il leur faut de nombreuses heures. Habituellement, cela se compte en jours, et dans la zone de la mort, chaque heure peut être la dernière. Quelques jours plus tard, le corps de Joshua a été retrouvé, suspendu à une corde, à seulement quelques dizaines de mètres du sommet. Il n'a jamais parcouru ces derniers mètres. Le Sherpa Nawang n'a jamais été retrouvé. Peut-être a-t-il chuté en essayant d'aider son client. Peut-être est-il tombé d'épuisement. La montagne ne révèle pas ces détails. Descendre le corps de Joshua d'une telle altitude aurait été une opération incroyablement dangereuse et coûteuse. Les Sherpas auraient dû monter dans la zone de la mort, risquer leur propre vie, dépenser de l'oxygène, de l'énergie. Après une décision déchirante, sa famille a décidé de le laisser sur la montagne. Dans un communiqué, ils ont écrit « Nous ne voulons pas mettre d'autres personnes en danger. Joshua aimait les montagnes, et elles l'aimaient en retour. Qu'il reste là où il était heureux. » Dans ces mots, il y a l'amertume de la perte, mais aussi la compréhension que Joshua avait fait son choix en toute conscience. Cette histoire met en lumière un autre problème de l'Everest, la course au record, qui coûte souvent la vie. C'est leur choix, oui, des adultes qui connaissent les risques. Mais il n'existe toujours pas de protocole clair sur la manière dont un Sherpa doit agir si un client commence à se comporter de manière irrationnelle. Physiquement, les Sherpas ne peuvent pas forcer un client à descendre ou à respirer de l'oxygène, essayer de forcer un homme adulte qui n'entend plus la raison. Mais le laisser mourir sur la montagne serait aussi pour eux un crime, une trahison de leur devoir professionnel. De telles situations coûtent souvent la vie non seulement à des alpinistes ambitieux, mais aussi aux Sherpas,
pour qui ce n'est qu'un travail difficile, un travail qui nourrit leur famille, mais qui peut leur coûter la vie. Cette année sur l'Everest est remarquable non seulement pour ses tragédies, mais aussi pour ses records. Parce que la montagne, ce n'est pas seulement la mort, c'est aussi le triomphe de la volonté humaine. Le 22 mai, Kami Rita Sherpa a atteint le sommet de l'Everest pour la 30e fois, le nombre maximum à ce jour. Monter 30 fois là où la plupart des gens survivent à peine une seule fois, ce n'est plus du sport, c'est un chemin de vie. L'alpiniste polonais Piotr Jerzy Przywara est entré dans l'histoire en devenant la première personne et la plus rapide à gravir le Lhotse et l'Everest sans oxygène supplémentaire en une seule journée, 23 heures et 22 minutes. 23 heures de mouvement continu en altitude où il n'y a presque pas d'air. L'alpiniste britannique Kenton Cool a gravi l'Everest pour la 18e fois, le plus grand nombre pour un alpiniste non Sherpa. Traverser 18 fois la zone de la mort et en revenir. Troisième histoire, les alpinistes mongols. L'incident suivant concerne des alpinistes mongols. Usuk Jargal Saykan et Purev Jargal Sorenkhava voulaient devenir les premiers Mongols à conquérir l'Everest sans oxygène supplémentaire ni assistance de Sherpa. Une ascension en totale autonomie, sans guide, sans bouteille, seulement toi et la montagne. Usuk avait 31 ans et Purev Jargal 32. Tous deux étaient des alpinistes expérimentés avec de nombreuses années de pratique. Ils s'étaient préparés à cette ascension pendant de longs mois, s'entraînant dans l'Altaï, des montagnes rudes où le froid et le vent forgent le caractère. Ils savaient qu'ils allaient repousser leurs limites. Le 13 mai, après leur acclimatation, ils étaient prêts pour l'ascension. Leur corps s'était adapté à l'altitude, autant que possible. Les alpinistes sont partis du camp 4 tôt le matin, alors que le ciel était encore sombre et que les étoiles brillaient dans l'air raréfié. Ils ont été vus par une équipe de Trekking Team of Nepal, qui a décidé de faire demi-tour à cause du vent violent. Des guides expérimentés qui ont senti que la météo changeait. La fenêtre météo que les Mongols comptaient utiliser était très courte. Il fallait se dépêcher, chaque heure comptait. Cependant, comme ils n'utilisaient pas d'oxygène, leur rythme de progression était très lent. Sans oxygène, chaque pas demande un effort incroyable. Les poumons travaillent à leur maximum, le cœur bat à tout rompre. Finalement, avant d'atteindre le sommet, ils ont pris la décision de sortir les bouteilles d'oxygène qu'ils avaient prises en cas d'urgence et de les utiliser. Le record ou la vie, ils ont choisi la vie. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. À 8h54 du matin, ils se tenaient au sommet de l'Everest, brandissant le drapeau mongol. Un moment de triomphe, ils avaient atteint leur but. Mais ils étaient complètement épuisés, chaque muscle brûlé par la fatigue. De plus, leur petite réserve d'oxygène arrivait à épuisement. Les bouteilles qu'ils avaient prises pour les urgences n'étaient pas conçues pour une ascension complète. C'était clair, il n'y en aurait pas assez pour la descente. Un calcul simple et cruel. De plus, la météo a commencé à se dégrader. La température a chuté brutalement, le thermomètre indiquait près de -40. Et un vent violent s'est levé, les déséquilibrant et transformant la neige en aiguilles piquantes. Pour une raison inconnue, ils avaient laissé leurs radios au camp 4 et étaient absolument sans communication. Peut-être pour alléger leur charge, peut-être par simple oubli dans la précipitation. Le résultat était le même. Personne ne savait ce qui leur arrivait. Le soir du 13 mai, comme les Mongols n'avaient pas donné de nouvelles, une expédition de secours est partie à leur recherche. Les Sherpas ont grimpé dans l'obscurité, éclairant les pentes avec leurs lampes frontales. Leurs corps n'ont été retrouvés que plusieurs jours plus tard, à des endroits différents sur la crête sud-est de l'Everest, ce qui signifie qu'ils se sont séparés à un moment donné ou que l'un d'eux a chuté et que l'autre a tenté de l'aider.
Les Sherpas ont récupéré leur téléphone avec les dernières photos du sommet. Des visages heureux, le drapeau hissé, un moment de victoire qui fut le dernier. Les corps n'ont pu être descendus que le 25 mai, un travail dangereux et exténuant qui a exigé un immense courage. L'alpiniste Uçuk Jargalsaykhan était père de 3 enfants et l'un des alpinistes les plus célèbres de Mongolie. Désormais, ses enfants grandiront sans père et le pays a perdu un héros. Bien que le nombre d'alpinistes restés sur la montagne soit bien inférieur à celui de 2023, qui avait vu un record de 18 décès, il est encore trop élevé. 8 vies, 8 familles qui ne reverront plus jamais leurs proches. Seules 3 histoires sur 8 sont racontées ici, 3 destins, 3 tragédies, 3 leçons que la montagne enseigne chaque année. Le gouvernement du Népal a de nouveau délivré un nombre record de 478 permis d'ascension. Il semble qu'il ne prévoit pas de ralentir la cadence. Le tourisme d'alpinisme rapporte trop d'argent au trésor public. Cela signifie que le nombre de personnes sur la montagne ne fera qu'augmenter. Les files d'attente seront plus longues, la pression sur les fragiles pentes de glace plus forte, les risques plus élevés. Cette année, 656 ascensions réussites ont été réalisées, soit 63% de toutes les tentatives. La montagne devient de plus en plus populaire, de plus en plus accessible. Les guides commerciaux emmènent en ascension des personnes qui ont une vague idée de ce qu'est la montagne. Pour elles, c'est une aventure exotique, une case à cocher sur une liste de choses à faire, une photo pour Instagram. Beaucoup pensent que si l'on est fort physiquement et que l'on a l'argent pour une telle ascension, rien ne peut nous arriver. Que l'équipement moderne, des Sherpas expérimentés et une bonne météo sont une garantie de succès et de sécurité. Mais chaque année, l'Everest réfute cette affirmation. La montagne ne négocie pas. Elle prend ceux qui l'ont sous-estimée, ceux qui ont trop compté sur la chance, ceux qui n'ont pas su faire demi-tour à temps. Et elle continue de rappeler, ici, c'est elle qui dicte les règles.